L'économie au service de l'homme, proposée par l'équipe du CJD, le Centre des jeunes dirigeants de Montpellier. Chers auditeurs, chères auditrices, bonjour et bienvenue. Alors, le CJD, c'est un mouvement de dirigeants d'entreprise qui cherche à mettre l'économie au service de l'homme et non l'inverse. Chaque semaine, nous éclairons un thème d'économie de manière positive et, on l'espère, inspirante, avec un invité de notre territoire. Alors, je m'appelle Sandrine et j'ai le plaisir de recevoir aujourd'hui Marianne Valade. Alors, Marianne Valade, c'est la fondatrice et la dirigeante de l'agence web Joli Projet et c'est aussi la cofondatrice de la Minute Verte, en plus d'être sa rédactrice et la community manager. Marianne, c'est aussi la présidente du CJD, le Centre des jeunes dirigeants de Nîmes, et cela jusqu'en juin 2022. Alors, j'ai souhaité vous présenter Marianne parce que, dès l'origine du projet de la Minute Verte, elle a souhaité mettre sa créativité et ses compétences au service de cette belle association que je vous invite à découvrir pour lui donner de l'élan. Alors, Marianne, elle gère les articles et les publications, tant sur le site internet que sur Facebook. Nous vous en parlerons tout à l'heure. Oui, parce qu'en fait, aujourd'hui, nous vous parlerons particulièrement de l'éco-responsabilité avec une question pour chacun et chacune des auditeurs et des auditrices de Radio Clapas. Et la question, c'est: faut-il être écolo pour être citoyen ? Mais avant de rentrer dans le vif du sujet, nous posons toujours à chacun de nos invités 5 questions tac au tac sans réfléchir. Aïe aïe. Bonjour Marianne. Bonjour Sandrine. Prête ? Ouais. Allez, c'est parti. Bon, Marianne, LinkedIn ou Facebook, Instagram ? LinkedIn. Ok. Vélo ou voiture ? Vélo. Yin ou yang ? J'arrive pas à connaître la définition de l'un et de l'autre, donc j'irai du côté blanc. Ok. Histoire ou science-fiction ? Science-fiction. Et alors, Marianne, un dernier coup de cœur en un mot ? Un coup de cœur, dernièrement, c'est le média Uzbek Erika que je suis depuis des années, qui est un magazine qui invente le futur, qui pense au futur et qui a une publication qui est très bonne, toujours très vérifiée, accréditée et qui véhicule des messages très positifs sur tous les thèmes qui vont faire notre avenir. Donc voilà. Bon, très en phase avec ce qu'on va se raconter ensuite. Bon, en tout cas, merci Marianne. Alors, je vous rappelle que vous écoutez l'émission du CJD L'économie au service de l'homme sur Radio Clapas 93.5 et nous sommes avec Marianne Valade sur le thème de l'éco-responsabilité. Alors Marianne, on va rentrer directement dans le vif du sujet parce que là aujourd'hui on a quand même une question très intéressante sur justement cette éco-responsabilité. Faut-il être écolo pour être citoyen ? Alors oui, effectivement, la question elle est intéressante, elle est assez poussée sur le plan même philosophique. En fait, cette question, à l'intérieur, il y a plein d'autres questionnements sous-jacents. On comprend dans cette formulation qu'être écolo, c'est une vertu, ou en tout cas que ça recouvre le fait d'agir pour le bien commun, pour la société. Et du coup, pour donner une réponse juste, il faut bien redéfinir ce qu'est être citoyen. La citoyenneté, c'est le lien qui relie une personne et l'État auquel elle appartient. Mmh. Et cet État lui accorde des libertés individuelles, celles d'expression, de conscience, de propriété, de résister à l'oppression, et puis des droits plus concrets, comme voter, comme une instruction, comme la protection de sa santé, comme les prestations sociales, etc. Et puis, de l'autre côté de cette balance, il y a des devoirs, comme le vote, le respect de la loi, payer ses impôts. Du coup, si on doit répondre d'un point de vue neutre et objectif, ne pas être écolo, ça peut être la liberté de certains, en fait. Comme être écolo, la liberté des autres. Du coup, quand un mouvement comme Extinction Rébellion invite à la désobéissance civile, avec des opérations coup de poing, en fait, ce mouvement, il invite réellement à franchir la limite de la liberté des autres et finalement à contraindre l'État ou la société à devenir plus écolo ou à payer le fait de ne pas l'être assez. Du coup, la bonne question pour moi, c'est faut-il être écolo pour être un héros ou tout simplement pour être quelqu'un de bien ? Là, pour le coup, la question est moins philosophique, elle est très orientée, mais la réponse, elle est aussi beaucoup plus simple. C'est-à-dire que éviter le gaspillage, limiter le réchauffement climatique, penser à optimiser le monde qu'on laissera à nos enfants et préserver la biodiversité ou éviter de polluer,
c'est bien, mais ça oblige souvent à sortir de sa petite zone de confort. Quand on est écolo, on fait des efforts et c'est bien, donc oui, si on devient écolo, on devient une meilleure version de nous-mêmes, on devient un peu un héros. Et il faut y tendre. Même si ça nous replace dans un rapport à la société avec une volonté d'exemplarité pour raccrocher la citoyenneté, c'est très bien. Donc nous sommes presque des héros. Mais alors, quand justement, la question, elle n'était pas anodine parce que finalement, quand on parle d'être écolo, c'est quand même assez clivant, ou voire même, ça peut être un sujet de moquerie parfois. Mais alors, pourquoi, selon vous ? Alors oui, bien sûr, c'est un sujet de moquerie dans les débats familiaux, à la fin du repas dominical, etc. Le plus écolo se fait taper dessus par les autres, souvent. La première raison, c'est la fin de ma question c'est la fin de ma réponse à la question précédente. C'est-à-dire que tout le monde n'a pas envie d'être la meilleure version de soi-même. Ou en tout cas, souhaite pas qu'on lui impose une façon unique et bien pensante de le devenir. C'est plus facile, si on fait bloc, de dire que trier ses déchets c'est chiant, manger moins de viande c'est bobo, faire l'apologie de la côte de bœuf, être écolo c'est vivre en sandales. C'est plus facile de dire tout ça que de mettre en place des changements dans sa vie de tous les jours. Il y a une culpabilité aussi qui est difficile à soutenir dans le discours écolo, partout. On voit pléthore d'articles, de reportages partout dans les médias qui dit qu'il est bientôt trop tard et qu'on en est la cause. Du coup, foutu pour foutu, autant ignorer le problème. Récemment, il y a eu un film qui est sorti sur Netflix qui s'appelle Don't Look Up, qui a satirisé le problème en montrant la fin de l'humanité avec une grosse comète en fait. Mais donc dans ce film, jusqu'au bout, la société humaine et les individus préfèrent ne pas y croire et attendre un miracle. Et le réchauffement climatique est en fait la 6e extinction de masse. C'est un peu pareil. Ça fait peur, c'est immense. Et du coup, on préférait ne pas y croire et se dire qu'un miracle surviendra. Du coup, si votre chemin croise la route d'un écolo qui vous assène des vérités sans compromis et des chiffres morbides, vous allez tâcher de trouver un vice de réflexion, des caractéristiques à détester, à en faire une caricature un peu atroce et dresser un portrait robot de l'écolo qui est parfaitement détestable. Bon, en tout cas, par rapport à ce film Don't Look Up, effectivement, ça fait un peu froid dans le dos. Personnellement, je l'ai regardé aussi. Je vous invite vraiment à le regarder. Bon, et alors, du coup, pour vous, comment on peut vraiment faire la promotion de l'éco-responsabilité ? Alors, l'éco-responsabilité et l'écologie de façon générale, ça devrait être un peu comme les bonnes manières. La politesse, le fait qu'on ramasse un déchet lorsqu'on le fait tomber, qu'on dise bonjour et merci, c'est une évidence. Le fait que quand on arrive quelque part qu'il faille faire la queue, on se met dans le sens d'ordre d'arrivée, c'est une évidence. L'écologie et l'éco-responsabilité, ça devrait être un peu pareil. Ceux qui ont l'argument de dire que l'écologie demande de l'énergie, j'ai envie de leur répondre bien sûr, mais comme la politesse la plus élémentaire, comme le fait de s'habiller le matin, comme toutes les habitudes et les conventions sociales qu'on a adoptées d'emblée pour vivre en société. En fait, ça devrait être une évidence, mais pour ça, il faut de l'éducation. Et il en faut partout. Il en faut à l'école, il en faut à la maison, il en faut aussi dans les médias, qui font pas toujours le choix d'un discours très pacifié ou rassurant ou encourageant. Et finalement, c'est toute la société qui doit être plus exemplaire à des niveaux multiples. Ça pose plein d'autres questions. Est-ce qu'on peut encore permettre de produire des objets à usage unique ? Est-ce qu'on peut encore permettre de produire des produits polluants et nocifs ? Comment on l'empêche ? Si l'État, qui a quand même été poursuivi il y a 2 ans et qui a perdu pour inaction contre le réchauffement climatique, éduquait davantage, ou si l'État imposait également plus de contraintes pour le bien commun et pour la planète, est-ce que finalement ce serait bien reçu ou accepté ? La question, elle est complexe. Elle est complexe et puis en fonction des sociétés dans lesquelles on se retrouve, effectivement, je pense qu'on n'aurait pas forcément les mêmes réponses d'un pays à l'autre, par exemple. Bon, enfin, alors, moi, en tout cas, dans ce que vous dites, je continue à me poser des questions. C'est est-ce que pour vous, du coup, on va tous devenir plus écolo ? C'est une nécessité, puis ça va devenir de plus facile. En tout cas, il y a plein d'endroits et d'initiatives dans lesquels on cherche des solutions. Il y a quelques jours, il y a The Shift Project, qui est le think tank de Jean-Marc Jancovici, qui a sorti un livre qui s'appelle Climat, crise, le plan de transformation de l'économie française, qui du coup, Jean-Marc Jancovici fait un peu la tournée des médias dessus. C'est intéressant. Il y a même des vidéos, je crois, des petites vidéos YouTube pour les personnes qui seraient intéressées par. Ouais, bien sûr.
Et puis, avant ça, le Shift Project, il a sorti plusieurs rapports sur comment décarboner la culture, comment décarboner l'industrie, en cherchant à chaque fois des solutions progressives pour être viables, plutôt que des yaka faucons un peu violents et qui seraient aberrants sur le plan économique. Et si, quelque part, on questionne l'utilité ou l'intégrité d'un tel think tank, qui est quand même financé par des grands groupes aussi, il faut quand même admirer le fait qu'il s'attaque avec brio à d'immenses questions, comme comment se passer totalement du pétrole, ce qui est très complexe, parce qu'en fait, du pétrole, il y en a partout. On en porte, toi et moi, là maintenant, tout de suite. Du coup, c'est une question à laquelle il est pas simple de s'attaquer tout seul et de façon individuelle, et c'est bien qu'il y ait des think tanks comme ça qui y apportent des réponses d'ingénieurs et de grands groupes qui doivent repenser une transition douce et incitative. Et il y a aussi d'autres initiatives peut-être aussi qu'on peut évoquer. Bien sûr, il y a d'autres initiatives. Il y a plein de choses en fait, plein de contenus qui sont créés à l'heure actuelle, par exemple culturels comme les films de Cyril Dion, Demain ou Animal, ou sous forme de fondations comme le 1% pour la planète, qui permet aux entreprises de reverser une partie de leur chiffre d'affaires à la cause éco-responsable. Il y a aussi des associations, donc comme la Minute Verte que tu évoquais, une communauté en ligne qu'on anime plusieurs fois par jour pour partager des articles, des bonnes pratiques, des analyses, des vidéos sur comment être plus éco-responsable, plus intelligent et plus conscient sur le sujet de l'écologie. Et de façon générale, je pense aussi qu'il va y avoir davantage d'égérie à l'avenir sur la question écologique. En fait, des fois, on a besoin de personas ou de personnes inspirantes qui montrent l'exemple de façon simple et adaptée. Et du coup, il faut autant de modes de communication que de sensibilité à recevoir de l'information sur ce sujet-là. Et je pense que c'est à même de se développer, bien sûr. Alors du coup, ça nous fait une très belle transition avec la Minute Verte, qui est notre sujet aussi de l'émission. C'est pour ça, Marianne, que je vous ai invité aussi. J'aimerais bien quand même que vous racontiez un petit peu plus ce qu'est la Minute Verte à notre auditoire. Alors, ce qu'est la Minute Verte. La Minute Verte, c'est une association. En fait, il se trouve qu'avec des JD de Montpellier, donc des jeunes dirigeants du CJD de Montpellier, et puis moi-même du CJD de Nîmes, on s'est réunis il y a maintenant 3 ans en se disant que ce serait bien de démocratiser un discours écologique qui pousse au bon geste pour la planète. Et puis on réfléchissait cette idée doucement dans notre coin quand tout d'un coup Nicolas Hulot a rendu sa démission à Emmanuel Macron. Et à l'époque, on s'était dit que c'était un peu une figure sacrificielle et que forcément Nicolas Hulot qui raccroche les gants alors que il aurait pu potentiellement agir plus qu'un autre, il avait une légitimité plus forte à agir qu'un autre à cette époque, ça allait générer beaucoup de discours sur la cause écologique. Et du coup, à ce moment-là, on a pris la décision très vite de créer une page Facebook, qui est un peu la devanture de la Minute Verte. Donc, c'est une page Facebook qui existe depuis maintenant 3 ans, qui a 50 000 abonnés, et qui, en partageant des vidéos, des articles, des images, des tutoriels, etc., génère entre 1 et 5 millions de vues par mois. Donc, elle remplit son objectif, c'est-à-dire donner davantage de visibilité à un discours éco-responsable qui propose une façon de réfléchir qui est bien connectée avec les enjeux de la planète. Voilà. Du coup, évidemment, je vous invite à aller vous abonner à la page Facebook La Minute Verte pour y découvrir les publications et les articles, et puis tenter surtout d'en mettre en pratique si c'est pas déjà le cas. Le but, c'est surtout qu'ils mettent les gens en action ou qu'ils les poussent à mieux consommer. Alors, qu'est-ce qu'on peut trouver comme vraiment articles concrets, Marianne? Parce que c'est vrai que c'est beaucoup d'articles chaque jour qui sont publiés. Qu'est-ce qu'on peut trouver concrètement ou qu'est-ce qui vous a touché ces derniers temps? Alors, on va trouver des tutoriels pour mieux s'approprier son jardin de façon écologique, préserver sa biodiversité et du coup, éviter de tuer les hérissons, préserver les abeilles, éviter de jeter ce qui peut générer du compost, etc. Ça va être des tutoriels pour fabriquer ses produits de beauté ou ses produits d'entretien. Ça va être aussi des articles qui portent sur la politique mondiale ou sur l'urgence écologique dans d'autres zones du monde, parce que par exemple, ce matin, on a publié un article sur la montée des eaux aux Maldives. Les Maldives, c'est pas exactement la première chose à laquelle on pense quand on en entend parler, du fait que il y a 80% du territoire, je crois, qui est au niveau de la mer, et que donc le réchauffement climatique et la montée des eaux là-bas, elle a un impératif très très fort à être résolu ou amoindri, quoi.
Et puis, à côté de ça, ce qui fonctionne bien aussi, c'est plein de vidéos inspirantes sur des gens qui se sont appropriés la problématique écologique et qui tâchent de faire mieux, les innovations qui ont lieu ailleurs, etc., etc. Donc, on essaye d'avoir un spectre assez diversifié. Le but, c'est pas de proposer uniquement des conseils pour que potentiellement, à la fin de la semaine, vous ayez mis en œuvre 45 nouvelles actions. C'est un peu trop ambitieux. Le but, c'est de très multiples façons de penser chacun des gestes qu'on a. Et vous avez une page internet aussi. Ouais, bien sûr. Donc laminuteverte.fr pour ne pas le citer. Donc un site qui se veut participatif. On invite des gens, des associations, des entreprises si elles le souhaitent, à y créer des contenus si elles le veulent sur vraiment comment être plus éco-responsable, comment mieux agir pour la planète. Donc chacun peut devenir rédacteur sous juste la condition de proposer des contenus qui ne soient pas du greenwashing bien sûr et qui aient une légitimité puis qui sont un peu vérifiés en termes de faits et d'informations. Alors vous parlez de greenwashing, ça veut dire quoi concrètement greenwashing pour celles et ceux qui ne savent pas? Le greenwashing, c'est cette opération magique qui veut que, par exemple, un grand groupe qui a une activité super polluante met en avant une petite action éco-responsable qui va bien en devanture pour dire en fait on est géniaux et nous aussi on est éco-responsables alors que en arrière-plan ils polluent grassement sans se poser de questions. Donc c'est vrai qu'on questionne la légitimité de plein d'entreprises qui proposent des produits ou des activités qui sont très polluantes et qui finalement disent on va le compenser en par exemple en plantant tout à fait anecdotiquement quelques arbres quoi. Il faut un petit peu plus. Pour vous, est-ce que les réseaux sociaux et leurs débats font vraiment changer les gens? On en parle depuis longtemps en fait. En tout cas, du point de vue de la Minute Verte, ce qu'on peut dire, c'est que l'écologie, ça a jamais été autant le sujet de discussion. En gros, animer des pages et des communautés sur les réseaux sociaux, c'est essayer de créer des conversations entre soit une marque, soit un sujet, et puis des conglomérats d'individus distincts. Et du coup, sur la page de la Minute Verte, avec une centaine de publications par mois, on peut toucher jusqu'à 5 millions de personnes. Pourquoi ? Parce que le sujet les intéresse, elles like, elles commentent, elles partagent, et du coup, ça crée une viralité du contenu. Ceci dit, on voit que la société et ses habitudes de consommation, elles ont un effet sur les vues et les interactions qui sont générées. Par exemple, durant les soldes ou juste avant les fêtes, les portées de chaque publication sont plus basses. Parce on dirait donc en fait ça traduit un peu la mauvaise conscience collective. On s'apprête à rentrer dans une période de fête ou une période de solde, et du coup on consomme grassement et on se sent moins en adéquation ou moins exemplaire pour aller liker ou commenter une publication qui porte sur l'éco-responsabilité. Bon, en tout cas, quand des usagers lambda de Facebook tombent sur un contenu de la Minute Verte et sont pas d'accord, ils le font savoir, et ça c'est plutôt bon signe. Ils en discutent plutôt que d'ignorer le sujet, et ça c'est très bien. Les réseaux sociaux, il y a une dimension où l'info n'est pas descendante, finalement elle est dynamique, elle crée de la conversation, et c'est ça qui est intéressant. Et du coup, vous allez me demander, chère Sandrine, si les réseaux sociaux et leurs débats font changer les gens, enfin vous me l'avez demandé, je vous répondrai que pas forcément, c'est sûr, mais que l'éducation, l'information qu'apportent les publications font leur effet, et qu'il y a quand même un intérêt à aller sur les réseaux sociaux pour permettre aux gens de se saisir de tout ce qu'ils peuvent faire pour devenir plus éco-responsables. Et je finirai probablement là-dessus sur ce point, c'est que chacun peut avoir l'initiative citoyenne de faire davantage ou de partager. Ça peut être fabriquer soi-même ses produits de nettoyage ou de beauté, ça peut être arrêter la viande, ça peut être plus rouler en voiture ou arrêter de prendre l'avion. Ce qui compte, c'est de se mettre en mouvement et de nous éduquer et puis d'éduquer nos enfants, quoi. Alors justement, vous parlez d'éducation des enfants. Comment vous pensez que les enfants peuvent s'approprier justement de façon assez simple cette question de l'éco-responsabilité, parce qu'on parle beaucoup d'éducation et fort heureusement tous les enfants ne vont pas sur Facebook, en tout cas sur les réseaux sociaux quand ils sont petits, donc qu'est-ce que vous recommandez vous concrètement ? Moi ce que je recommande c'est d'apprendre à nos enfants d'où viennent ce qu'ils mangent, ce qu'ils consomment, ce qu'ils portent, c'est de beaucoup faire les choses avec eux. En fait, les enfants, on se pose toujours la question de comment les occuper. Pour le coup, l'éco-responsabilité est une mine d'informations, une mine d'idées sur le sujet, parce que
Typiquement, on utilise énormément de produits au quotidien qui sont de l'ordre de l'objet unique ou qui sont de l'ordre du produit de consommation courante qu'on va aller chercher dans un supermarché. En fait, on peut faire davantage la cuisine, on peut faire davantage le jardin ou ce genre de choses avec des enfants pour les éduquer au fait que tout n'arrive pas nécessairement emballé sous plastique, par exemple. Mmh. Alors, là, c'est un sujet qui va être de plus en plus d'actualité. On a les présidentielles qui arrivent. Un sujet passionnant, en tout cas, sur justement ce réchauffement climatique, sur l'éco-responsabilité, etc. Si vous aviez peut-être une recommandation à faire au futur président, ou en tout cas une ligne que vous aimeriez voir dans le programme du prochain ou de la prochaine présidente, ça serait quoi pour vous? Oula, c'est dur. C'est dur comme question. Il y a tellement de choses à traiter. C'est dur parce qu'il y a énormément de choses à traiter et en plus, souvent on accuse les candidats écologistes, par exemple, de ne pas avoir de programme, si ce n'est l'écologie. On estime que l'écologie en soi-même n'est pas un programme. Du coup, c'est difficile de trouver la préconisation à faire. Ce que je dirais, c'est que c'est intéressant d'accorder davantage de crédit à la recherche scientifique et d'accorder davantage de visibilité au discours scientifique sur la question écologique. Bien sûr, on viserait aussi le fait que les lobbies industriels soient moins écoutés, etc. Mais enfin, le but déjà de donner davantage de crédibilité, donner plus d'écoute aux scientifiques sur la question, ce serait intéressant. Donc ça, c'est plutôt à l'échelle effectivement nationale. Et comme vous représentez le mouvement des jeunes dirigeants, justement sur cette partie environnementale, écologique, comment finalement inspirer les entreprises, ou même je vais peut-être poser la question autrement, c'est comment aujourd'hui les entreprises du CJD s'approprient-elles justement cette question de l'éco-responsabilité? Est-ce qu'elles se l'approprient déjà? Elle se l'approprie à vitesse variable, parce que c'est pas toujours aussi simple pour une activité ou pour une autre. Un logisticien dont l'activité principale c'est le transport, c'est plus dur pour lui qu'une entreprise qui travaille sur l'immatériel, par exemple. Ceci dit, au CJD, il y a des actions qui sont mises en œuvre comme Balance ta tonne actuellement, qui permet à des entreprises déjà de faire en tout cas leur bilan carbone et de se donner des objectifs de progrès. Et ça, c'est un bon premier pas que de faire ça, que de quantifier un peu et se rendre compte de ce qu'on génère. Parce que ça permet tout de suite de se donner des indicateurs et de mettre le doigt sur ce qu'on peut optimiser. Et puis, à côté de ça, ce qui est bien aussi pour les entreprises, et ce que moi je trouve toujours intéressant de leur dire et de leur faire valoir, c'est que s'ils font le choix de progresser sur une action, sur une autre, et finalement de devenir plus exemplaires d'un point de vue éco-responsable, ça aussi, ça se valorise et c'est bien, ça les rend plus aimables. Voilà. Enfin, en tout cas, ça me paraissait intéressant de parler aussi de l'entreprise, parce qu'on a parlé du citoyen dès le démarrage, et dans chaque entreprise, eh bien finalement, ce sont des citoyens. Donc, c'est à la fois une responsabilité politique, mais c'est aussi une responsabilité des parents, c'est une responsabilité des chefs d'entreprise, des citoyens, qu'ils soient dans leur maison ou au travail finalement. Merci Marianne pour toutes ces mines d'informations, parce que au moins en tout cas à travers la Minute Verte, à travers sa page Facebook et puis sa page web que vous avez citée tout à l'heure, www.laminuteverte.fr, eh bien on peut trouver des articles, des contenus, des conseils, même des tutos pour mieux nous informer, mieux choisir et puis en gros mieux agir dans notre quotidien. Donc, ce que l'on a compris de nos échanges, c'est que, en fait, chacun peut tout à fait agir positivement sur la planète. Et Marianne, chers auditeurs et chères auditrices, eh bien, elle vous a encouragé à partager vos contenus pour porter vous-même le bon message. Et si j'ai bien compris, Marianne, c'est que chacun est responsable dès aujourd'hui d'un avenir viable sur notre planète. Tout à fait. Alors, nous arrivons déjà à la fin de cette émission, l'économie au service de l'homme. À vous, chers auditeurs, chères auditrices, un grand merci. À Pej aussi, qui est directeur de l'antenne, et aussi à l'équipe de Radio Clapas 93.5, à notre invitée, bien sûr, Marianne Valade. Merci à vous. Et puis aussi à notre mouvement de dirigeants d'entreprise, le CJD, avec qui
on éclaire un bout d'économie responsable tous les lundis à 13h en direct du studio. Vous pouvez nous retrouver sur, bien sûr, radioclapas.fr et donc les replays sont aussi sur la chaîne YouTube du CJD Montpellier ou de Spotify, Deezer, etc. Vous pouvez aussi contacter le CJD de Montpellier via Facebook ou LinkedIn. Et je vous dis à la semaine prochaine. D'ici là, prenez soin de vos proches et de vous.